Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le journal de l'industrie, épisode 4. Innover dans l'industrie par le design thinking. Voilà le thème de la conférence qui a eu lieu ce matin à la Chambre de commerce et d'industrie des Ardennes. Voici donc les deux protagonistes invités sur ce plateau d'Ardennes TV. Je vous rappelle une fois de plus que vous retrouverez ces meilleurs moments sur Radio 8 dès demain matin à partir de 8h30 pour interroger les deux designers, le fidèle René Heidbraham de Radio 8. Bonjour René. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Jean-Charles Amet, studio Amet et le son, bonjour. Bonjour. Pierre-Yves Leçon, studio Amet et le son Itou, bonjour à vous également. Bonjour. Sans plus tarder, nous débutons nos hostilités, sympathiques toutefois, vous l'aurez compris, avec René Heidbraham. Oui, bonjour à tous, bonjour Pierre-Yves. Parlez-nous un peu de votre studio, on va essayer d'en savoir un peu plus. Alors, c'est un jeune studio de création basé sur Reims. Nous sommes deux jeunes designers issus de l'École supérieure d'art et design de Reims. Nous avons été diplômés en 2008 et nous exerçons dans la région depuis. Nous proposons des prestations de création de produits et d'objets pour les entreprises de la région. Est-ce qu'on peut en connaître un peu plus sur votre cursus à tous les deux? Est-ce que déjà tout petit, vous étiez tombé dans la marmite druide designer ou ce fut... Très tôt, oui. Je pense que j'ai eu une petite période pompier vétérinaire, un peu comme tous les garçons et jeunes filles. Et très rapidement, j'ai voulu devenir designer. Au départ, en m'intéressant à l'automobile. Forcément le côté design automobile, et par la suite j'ai connu l'existence de l'École supérieure d'art et design de Reims que j'ai intégré après mon bac. Voilà. Technique, classique ou... Non, un bac technique, un bac STI, génie mécanique, donc qui n'était pas au départ pas prévu pour ce genre de filière, et j'ai un peu migré par la suite. Et en ce qui vous concerne, Jean-Charles Amet? Moi aussi, j'ai toujours été plus l'architecture au début. J'étais passionné de Lego et on sait combien c'est un jeu sérieux de nos jours, les Lego. Et après un bac scientifique, j'ai fait un DUT service et réseau de communication qui s'appelle maintenant produit multimédia. Ouais. Et du coup, par là, je suis arrivé, par ce côté technique, je suis arrivé au design et à l'école supérieure d'art et design. Vous avez un petit accent, mi-québécois, mi-nord Belgique, ça vient de... Ça vient de l'Est de la France. Ah, l'Est de la France. Le pays de Montbéliard. Montbéliard. Ah, très bien, très bien, très bien. Il y a l'industrie automobile qui est très développée là-bas. Oui, tout à fait. Donc, on se retrouve sur certains points. Très bien, très bien, très bien. Alors, parlez-nous justement de ce design thinking. Alors, design thinking, c'est une méthodologie qui existe depuis plus de 20 ans, qui a été développée dans la région de Palo Alto, en Californie, par plusieurs protagonistes qui se sont rencontrés autour de ce projet. On situe ça autour de Stanford, l'université de Stanford et le bureau d'IDEO, où beaucoup de designers travaillent. C'est une des plus grosses structures aujourd'hui de designers qui gèrent des projets pour l'industrie de tout type. C'est une méthodologie, le design thinking, donc, qui a été mis en place par ces artisans de la conception sur plusieurs valeurs, dont la principale est de centrer le propos, de centrer la méthodologie sur l'usager, en fait. En anglais, ils disent « human-centered design », la conception basée sur l'usager, sur l'humain. Alors concrètement, comment ça se passe ? Alors concrètement, c'est une méthode qui permet de rendre un peu plus intuitive la discussion et l'intégration de l'usager dans le développement de produits et de projets de services aussi innovants. Là, on parle de projets au sens large, que ce soit un objet physique à la fin ou simplement améliorer l'expérience d'un objet. Donc des fois, c'est simplement comment s'adresser aux gens. C'est pas plus compliqué que ça des fois. Et du coup, ça se passe en plusieurs étapes, dont une importante est de discuter en fait avec l'usager, d'inclure l'usager dans la méthodologie en fait. L'idée, c'est que tous les acteurs travaillent ensemble au final. Voilà, tous les acteurs, que ce soit l'ingénieur, le technicien, le chef de projet, le patron de l'entreprise, l'entrepreneur, l'usager, le designer, toutes les personnes qui à un moment donné font circuler le produit, le vendent, en font la promotion, l'utilisent, parce qu'au final c'est quand même l'utilisateur qui utilise le produit.
Alors c'est presque un way of life, un mode de vie, votre schéma. On y a participé ce matin, ce qui explique cette boîte pour le moins originale, mais ce sera le moment de délire en fin d'émission. Un mode de vie parce que à la fois vous apprenez à écouter, vous apprenez à bien sentir son interlocuteur, et puis il y a un volet création. Finalement, c'est assez complet. Ça pourrait presque être une morale ou une façon d'être et de vivre. Oui, effectivement, l'intérêt de la méthodologie est de faire effectivement coïncider toutes les énergies positives du développement d'un projet pour arriver à un résultat qui satisfasse tout le monde. Donc l'important dans le dialogue qui est créé, c'est effectivement que tous les acteurs s'investissent et arrivent à trouver les solutions les plus optimisées pour le développement du projet. Alors, quelle est la place de cette méthodologie aujourd'hui en France ? Elle tend à se développer parce qu'on est sur des questions d'innovation, puis je crois que c'est une question de compétitivité, en fait, d'arriver à intégrer l'innovation dans tous les types d'entreprises, qu'elles soient petites ou très grandes. Les très grandes l'ont compris depuis longtemps, ont des bureaux de recherche et de développement très accentués, mais c'est d'abord des coûts, et en fait, il existe des outils beaucoup plus simples que tout le monde peut mettre en œuvre, mais pour pouvoir justement avancer à chacun à son échelle sur la réflexion du projet. Cette manière d'utiliser l'usager, de prototyper et puis de faire par itération des essais, c'est un entrain comme ça à l'innovation qui permet d'avancer en fait. Ouais, c'est parce que sans innovation, bien évidemment, il y a à terme une stagnation. C'est un peu ça l'idée. L'adage est connu, oui. Mm-hmm. Ouais. Ouais, il faut arriver à trouver ces ressources pour avancer. Mais tout le monde est créatif, que ce soit le chef d'entreprise. C'est pas quelque chose de réservé aux designers. Après, à un moment donné, on a tous... si on arrive à prendre en compte tous les acteurs d'un même projet, on avance de manière beaucoup plus confiante dans une innovation qui va améliorer et le produit, et l'entreprise, et la vie de l'usager. Enfin, tout ça, en fait. Les projets sont de plus en plus complexes, que cette méthodologie permet de gérer cette complexité dont beaucoup semblent dépasser aujourd'hui. Double question pour vous, Pierre-Yves. Est-ce qu'en région, d'ores et déjà, on vous sollicite, puisque ça fait 6 ans que vous existez, dans les Ardennes notamment, est-ce que d'ores et déjà, vous avez de la clientèle et éventuellement, que pouvez-vous proposer pour peut-être que les chefs d'entreprise qui nous font l'amitié de nous écouter se disent « Eh tiens, pourquoi pas moi ?» Malheureusement, trop peu. Effectivement, on a aussi une partie d'activité qui est basée en région parisienne, Oui. même Paris intramuros. Ouais. Là-bas, c'est déjà intégré, c'est déjà culturel, c'est ce que vous voulez dire en substance ? En tout cas, on a un rapport plus simple et des connexions au réseau qui sont simplifiées et qui permettent d'évoluer plus rapidement. Le travail du coup en région qu'on aimerait vraiment pouvoir exercer est plus difficile parce que les outils ne sont pas encore connus. Voilà. Alors, l'idée pourtant, avec aujourd'hui l'imprimante 3D, c'est-à-dire la production additive, ça devrait être plus facile, presque accessible pour tout à chacun. C'est vrai qu'une imprimante 3D, Jean-Charles, c'est pas si coûteux quand on regarde à l'investissement par rapport au rendu possible et au rendement possible pour l'entreprise, non ? Ça reste un outil, l'imprimante 3D, pour à un moment donné, effectivement, prototyper. C'est un très bon outil parce que très vite, on va voir ce qui se passe. Ouais. Et après, ça s'adresse à différents types d'industries, en fait, l'imprimante 3D. Est-ce qu'on est, au final, un passeur dans l'industrie ou est-ce qu'on a tendance à créer un produit fini ? Et du coup, ça positionne là, quel est le produit fini, à qui on dialogue, à qui on le vend, enfin, tout ça, l'imprimante 3D, et puis ça s'inscrit dans ce système-là, en fait. Peut-être la différence entre la région et Paris, peut-être il y a un peu plus de produits finis qui se font, en tout cas qui s'imaginent être faits à Paris. Je pense qu'il y a un potentiel dans la capacité à innover, à fabriquer des choses en région, à devenir aussi des fabricants peut-être d'objets finis, mais en tout cas de prendre conscience de la part d'innovation, même dans les objets qui ne sont pas des objets finis, enfin des produits finis en soi, qu'il y a une part d'innovation là-dedans à intégrer aussi. Comment expliquer que cette méthodologie soit déjà en avance dans d'autres pays par rapport à la France ? Alors, c'est peut-être quelque chose de très féodal ou d'archétypal, ce que je vais dire, mais pour que cette méthodologie fonctionne vraiment, il faut que tous les acteurs se sentent être au même niveau. Si, à un moment donné, il y a un chef qui dit au final « c'est super ce que vous avez fait, mais là, on ne peut pas ». Ça ne va pas être possible, ça va tout casser le travail et la dynamique,
positive que les gens auront eu à se réunir. Et donc le patron, il est le bienvenu dans cette méthodologie, en fait, parce qu'il aura aussi son point de vue, il devra aussi être accordé avec toutes les autres réalités, les autres points de vue du projet, pour avancer. Il a une valeur aussi riche que l'usager. Tout le monde est au même niveau, ou que l'ingénieur, ou que la personne qui va vendre aussi le produit, parce qu'elle est aussi importante. C'est lui qui va ressentir si ça marche pas, si ça se vend pas, pourquoi et comment. Et un produit, il faut aussi apprendre de ses échecs. Donc le patron aura autant de choses à dire que l'usager sur les échecs du produit, s'il existe déjà ou même si on est en train de le concevoir. Peut-être pour rassurer vos éventuels clients, Pierre-Yves, vous avez qualifié votre méthode de design thinking. On a envie de dire, dans votre cas, pour l'avoir éprouvé ce matin, mais on va en parler dans quelques instants, on a plutôt envie de dire, nous, human design thinking, parce que l'homme est une fois de plus, comme c'est souvent le cas dans l'industrie, on ne le dit pas assez, placé au centre de votre démarche, au centre de votre préoccupation. Et peut-être que le fait, justement, fort de vos propos, et de placer l'homme au centre de tout ça, ça veut dire que tout le monde a sa chance, tout le monde peut le faire, et tout le monde est impacté. Est-ce que c'est bien ça ? Effectivement, ça remet un peu en cause les méthodologies de travail dans les entreprises. Ça demande à chacun de pouvoir collaborer avec son supérieur hiérarchique ou avec les personnes qu'il a en gestion pour un projet, de remettre un peu tout le monde au même niveau, de pouvoir échanger les idées librement et de faire progresser donc ces idées pour amener une meilleure collaboration au sein de l'entreprise et du projet. Quelque chose qui est très importante, c'est souvent, pour recentrer un peu sur le design, c'est qu'on va considérer le designer comme un sous-traitant de plus, un sous-traitant qui va fournir une prestation. Et là, c'est certainement une erreur. Il faudrait plutôt considérer les designers et les studios de création comme des partenaires de collaboration qui vont aider à élaborer un projet. Stimuler, à encadrer, à faire avancer. On n'est pas tant là à donner une forme que aider à réfléchir et à stimuler. Et le fait de changer de point de vue du coup sur la prestation qui est le design va permettre aussi de mieux l'intégrer dans l'entreprise et donc du coup d'avoir vraiment un nouveau dialogue, un partenariat qui va pouvoir se créer avec les entreprises. Alors vous étiez ce matin en conférence devant quelques étudiants. Quel message avez-vous voulu c'était quoi l'idée de faire? Alors l'idée c'était justement de ne pas utiliser, de se dire on va faire une conférence, parce qu'en fait un étudiant ou même un professionnel s'endort très vite à faire des conférences, et on voulait vraiment les encourager à agir plutôt que penser ou subir de la conférence. Donc on les a stimulés en fait pendant 1h20, un peu plus. On les a encouragés à innover, à traverser en fait les différentes étapes de cette méthodologie ensemble en fait. Et parmi les étudiants, vous aviez un étudiant hors pair. On avait un étudiant d'exception. Oui. Alors, mais il va nous parler de son expérience. En fait, c'est son partenaire qui a créé ça pour répondre à sa demande en fait. Alors nous allons mettre en scène le moment, parce que le moment va être assez exceptionnel. C'est une première sur Ardenne TV, rassurez-vous. Si votre TV connectée, votre smartphone, votre iPad, iPhone ou tablette de tout type ou PC commence à voler en éclats, il faut qu'il le synchronise avec l'émission. C'est tout à fait normal. Il n'y a rien de. Par contre, je vais vous demander, si vous voulez bien, Jean-Charles, de bien vouloir participer à un moment où on vous fera le top chrono. Peut-être on va dire un mot sur l'atelier. En fait, proposait aux participants de réfléchir sur l'expérience d'offrir un cadeau à quelqu'un. Donc l'expérience, ça va du moment où on réalise qu'il faut qu'on achète un cadeau pour quelqu'un, au moment où on l'emballe, on l'achète, on y réfléchit, on l'offre, et au moment où la personne en face réagit, ou bien ou mal. Voilà. Comment on choisit un cadeau, etc., comment on le fait, etc. Et donc, ce qu'on demandait aux participants, c'était de réagir. Enfin, on les a guidés dans la méthodologie. Ils ont interviewé la personne en face d'eux, leur partenaire. Ils ont essayé d'accorder comme ça leur réflexion avec. Ils ont eu des idées, ils ont ajusté. Et puis, à la fin, on leur a demandé de créer un prototype et nous expliquer comment il fonctionnait. Donc ça, c'est le partenaire qui a réalisé. Ouais. Et donc son idée était l'idée qui s'est construite au fur et à mesure dans cet échange, dans cette empathie, c'était de créer un objet qui permette d'analyser les ondes alpha du cerveau pour essayer d'en retirer soit de la personne qui va offrir le cadeau, soit de la personne qui va le recevoir, les bonnes ondes pour pouvoir définir cet objet, quel qu'il soit, et qui serait connecté à cette imprimante 3D
on parle tant. Hypothétique. Alors, pour la petite histoire et pour décontracter un petit peu le moment, c'est un des responsables de la société Amada, avec lequel nous avons eu plaisir à échanger, qui, fort de la première phase d'entretien, hein, c'est vrai qu'il faut aussi en parler, Jean-Charles, ce produit n'arrive pas par le fait du hasard, mais bien parce que vous avez su rythmer en à peu près 1h30 toute une découverte. On peut en dire quelques mots d'ailleurs, si vous le voulez bien. Ça ne se fait pas comme ça, il y a différentes étapes. Hein. Oui, on laisse les gens... Enfin, on les laisse pas. On essaie de les induire en confiance, de les insérer en confiance dans cette méthodologie, nous faire confiance, on les guide à l'intérieur. Ouais. Donc il y a 5 étapes. La première, c'est d'interviewer la personne qui est en face de soi, de plus en plus progressivement, d'aller précisément dans les émotions, dans la manière de raconter une histoire, comment lui vit l'effort. Pour certaines personnes, c'est très facile d'offrir un cadeau. Et pour essayer d'en apprendre le maximum. Et puis après, de là, se définit un problème, en fait, auquel l'objet va chercher, ou les solutions vont chercher à répondre. Et donc après, on cherche des idées, et puis on arrive à ce genre de choses. Et le prototype, tout de suite, c'est un prototype, on le teste. On n'attend pas 2 jours ou 3 jours, on le teste tout de suite. On est resté entre nous, mais si c'est un prototype, on sort, on va dans la rue, on va l'essayer, on voit avec des autres usagers comment eux, ils réagissent à ça. Et puis on retourne à l'atelier, on réessaye, on refait un autre prototype. Comme ça, par itération, on essaie d'améliorer notre point de vue, le point de vue général des usagers possibles ou des différents partenaires du projet, et puis le projet au final, le faire avancer. Alors voici donc en direct live le fruit du travail du responsable R&D de la société Amada avec nous-mêmes ce matin. Qui recherche des fonds dès à présent pour développer le projet. Dès maintenant, mais pas trop parce qu'on y croit tellement que seul 20% de l'apport suffira parce que les 80% on y croit tellement qu'on les mettra nous-mêmes. Alors ce matin, il nous a audités et il en a conclu, fin psychologue qu'il était, que notre volonté à nous, c'était d'offrir le cadeau qui correspondait réellement à la personne qui était notre interlocuteur. Et il fallait que ce cadeau soit unique pour qu'il plaise. Seulement, il a détecté en nous une faiblesse non seulement intellectuelle, mais manuelle. Il s'est dit, je vais créer une boîte à idéaliser. Et nous avons baptisé ça, fort peu créatifs que nous sommes, la boîte à bonheur. Regardez comment ça fonctionne. Il suffit pour ce faire de poser ce casque sur votre tête, comme cela, en le tenant. Si vous voulez bien appuyer, vous appuyez. Et je sais que notre ami René aime par-dessus tout les fleurs. Je lui remets donc le cadeau dont il rêve. Voici, très cher René. Merci. Et ça fonctionne en direct live. Voilà le prototype auquel nous avons rêvé ce matin. Comme quoi, c'est libre. C'est certes un petit peu idéaliste, mais why not ? Oui, il faut encore travailler des étapes et itérer des choses pour faire l'analyse de ce qui fonctionne, ce qui est réaliste, ce qui ne l'est pas, pour justement avancer. On va un peu loin quand même. Hein, mais ça va un peu loin, mais d'avoir fait cet atelier dans une autre ville avec d'autres personnes, il y avait une idée qui était assez proche de celle-ci, qui fonctionnait sur les ondes alpha. C'était un petit plugin qu'on mettait à son téléphone qui analysait les ondes alpha directement. Donc on peut très bien imaginer une application où on pose une série de questions à l'usager. Et au final, on a une réponse qui donne aussi plusieurs possibilités de cadeaux possibles, mais d'une manière un peu détournée, on pourrait très facilement arriver à une solution viable et fonctionnelle. Ouais, l'idée, c'est vraiment de couper les intermédiaires, hein, d'essayer de répondre, d'être très réactif. Oui, parce que l'action nous évite de réfléchir trop à si ça va marcher ou pas marcher, en fait. Ce qui va fonctionner, c'est que l'usager nous dise les usagers, les différents acteurs du projet, si c'est réaliste ou pas. Et puis, on a tous de l'esprit, on a tous de la créativité, on essaie de la... Ça permet à la fois d'amener des idées rapidement, d'avoir un débat d'idées rapidement au sein du projet. Donc, voilà, vraiment venir confronter ces différentes idées et de pouvoir les analyser, de les mettre en balance et de comme ça évoluer jusqu'à effectivement l'aboutissement d'un projet ou d'un produit. De rater mieux à chaque fois, c'est Beckett qui disait ça, à chaque fois il faut essayer de rater mieux, c'est-à-dire capitaliser sur ce qui est bien, mais pas avoir honte de rater oui. Et d'avoir des échecs, parce que sinon ça nous freine, on arrête.
Ça nous effraie. À vous qui avez suivi ces moments sur Ardennes TV et à vous qui les écoutez sur Radio 8, eh bien vous le savez, si vous êtes industriel ou bien créateur en herbe et que vous avez soif de designer, Studio Amé and Le Son, et Le Son, parce que, ou Le Son comme vous voulez, c'est à Reims. Si vous avez envie donc de tester l'expérience, eh bien vous avez vu, Grandeur Nature, elle fonctionne. Alors certes, nous l'avons tournée à la dérision, mais ce que nous voulions faire, en tout cas je pense que vous l'avez compris, c'était vous faire sentir qu'effectivement ce concept fonctionnait, qu'il plaçait l'homme au centre de ses préoccupations et que Jean-Charles et Pierre-Yves étaient à même de vous proposer des solutions efficientes pour peut-être dynamiser des domaines de votre société que vous ignorez peut-être encore. Est-ce que ça vous va comme résumé, messieurs ? Très bien. Eh bien, merci de votre venue. Jean-Charles, à très très bientôt. Vous Merci. êtes les bienvenus dans les Ardennes, dans les entreprises comme sur le plateau d'Ardennes TV. Merci. Au plaisir à vous. Pierre-Yves Le Son, même chose. C'est un prénom, c'est un nom breton, Le Son. Hein. Tout à fait. C'est pour Et ça le que prénom aussi. et le pied noir. Bah, écoutez, alors comme ça, on reste en Bretagne et en Champagne-Ardenne. Les meilleurs moments à suivre dès demain sur Radio 8. Et puis on se retrouvera bien sûr demain pour la DER des DER sur Ardennes TV et sur Radio 8 avec une conférence sur l'égalité des chances dans l'industrie. Il s'agira de montrer que quelle que soit la taille, quel que soit le sexe, quelles que soient les formations, il y a des bonheurs possibles pour se réaliser dans l'industrie. René Heidbram, merci beaucoup. À demain. Merci Bruno, à demain. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.